Peut-on stimuler les volumes d'introduction en bourse en jouant sur la législation? C'est à cette question que tentent d'apporter une réponse Dambrá, Field et Gustafson dans un article publié dans le Journal of Financial Economics. Plus précisément, ils s'intéressent au cas américain et à l'efficacité en cette matière des dispositions contenues dans le Jobs Act passé par l'administration Obama en 2012 et qui ont simplifié les obligations pour certaines entreprises. Certes, la complexité apportée par des législations comme le Sarbanes-Oxley Act a été souvent mentionnée comme cause de la relative désaffection des entreprises par rapport à l'autre. La simplification devrait être de nature à améliorer la situation. Mais il ne suffit pas de constater une reprise du nombre des introductions en bourse pour en déduire un effet positif de cette déréglementation. Il faut aussi s'assurer que cela ne vient pas d'autre cause, par exemple conjoncturelle. Les introductions en bourse ont chuté fortement lors des 2 dernières crises financières, éclatant de la bulle Internet et 2008. Mais surtout, il y a aux États-Unis d'Amérique un fort mouvement de reprise depuis 2012, comme l'illustre ce graphe fourni par l'article. Mouvement que l'on ne retrouve pas sur d'autres marchés importants dans le monde, comme en Australie, au Canada, à Hong Kong, au Japon ou encore au Royaume-Uni. Y aurait-il un effet post-Jobs Act aux États-Unis? Pour répondre à cette question, Dambrá, Field et Gustafson procèdent à une analyse économétrique dite Difference in Difference. Ils montrent que si l'on contrôle pour les effets liés aux conjonctures boursières, il y a bien un phénomène spécifique aux USA et post-Jobs Act. Ceci est vrai si on considère le nombre des opérations rapporté au nombre de titres cotés sur chacun des marchés nationaux, ou encore en fonction de leur montant rapporté aux capitalisations boursières des mêmes marchés. Pourquoi le Jobs Act aurait-il pu avoir un tel effet? Parce qu'il prévoit un certain nombre de clauses limitant les risques pour les entreprises désireuses de s'introduire. Il permet par exemple plus de discrétion, dépôt confidentiel d'un dossier auprès de la SEC, contact avec des intermédiaires pour tâter le marché, water testing, moins d'obligations en matière de publication financière et comptable. Ceci est potentiellement intéressant pour les firmes opérant dans des domaines de haut savoir où il est important de conserver un secret par rapport à ses concurrents. Le Jobs Act contient aussi de nombreuses clauses limitant les coûts associés à l'opération. Moins de documents à fournir, moins de contraintes sur les rémunérations des dirigeants, moins d'obligations en matière d'audit ou d'adoption de principes comptables nouveaux. Cependant, le Jobs Act ne concerne pas toutes les entreprises. Il a pour but de favoriser l'introduction de petites entreprises émergentes, moins de 1 milliard de chiffre d'affaires en particulier, et qui bénéficient de ces exemptions pendant 5 ans. Dambrá, Field et Gustafson montrent que si on compare le nombre des introductions en bourse aux États-Unis dans les 2 ans avant le Jobs Act et dans les 2 ans après, on observe une augmentation significative de plus 48% pour les petites firmes éligibles, alors que le nombre reste faible, 26 au lieu de 28 pour les autres. C'est donc bien cette cible qui a été touchée. Les auteurs montrent par ailleurs que l'accroissement du nombre des IPO se concentre parmi les firmes les plus petites, les plus actifs en R&D et donc les plus sensibles au santé, et enfin principalement dans les secteurs de la pharmacie et de la biotechnologie, plus 307%, et plus accessoirement dans celui de l'informatique, plus 21%. L'effet est donc loin d'être général, mais très concentré dans un type d'activité.
On peut donc se demander si cette croissance du nombre des IPO aux États-Unis n'est pas plus liée à une conjoncture exceptionnellement favorable aux biotech qu'aux effets du Jobs Act. Pour répondre à cette question, les auteurs régressent le nombre des IPO par trimestre, d'abord sur des variables indicatrices, post-job et secteur pharma ou biotech, puis sur ces mêmes variables et sur des variables de conjoncture, la rentabilité boursière du trimestre précédent et le ratio moyen market to book. Dans la première régression, il y a bien un effet post-2012 significatif avec un coefficient de 1,036. Dans la seconde, ce coefficient diminue à 0,692, car une partie de l'augmentation est expliquée par les variables de conjoncture. Les auteurs en déduisent que la croissance du nombre des IPO imputable à la conjoncture est de l'ordre de 33%. Aussi, pour la cinquantaine d'opérations supplémentaires enregistrées dans les 2 années qui suivent le Jobs Act, 33 pourraient être imputés aux effets de cette loi, soit environ 2 par trimestre. Pour compléter l'analyse, les auteurs s'intéressent à cette population cible au sein des biotech. Elles sont souvent détenues par des venture capitalistes qui cherchent à sortir du capital. Le mode le plus fréquent est la cession à de grosses entreprises pharmaceutiques. Pour mesurer l'effet réel du Jobs Act, il est alors intéressant de se demander si l'accroissement des introductions en bourse s'est fait au détriment des cessions parce qu'elles sont devenues plus simples à réaliser. Pour ce faire, les auteurs étudient l'évolution du ratio nombre d'IPO sur somme du nombre des IPO et des cessions dans le secteur. Leur graphe fait apparaître une augmentation sensible du ratio, ici en jaune sur le graphe, qui revient pratiquement à son niveau des années 90. C'est un indice supplémentaire qui va en faveur de la thèse d'un effet positif du Jobs Act sur les introductions en bourse dans ce seul secteur. Enfin, Tambra, Phil et Gustafson regardent quelles sont les dispositions simplificatrices les plus utilisées par ces entreprises. Les recours à 2 d'entre elles, à savoir tâter l'eau et moins d'informations comptables, sont beaucoup plus fréquents pour les firmes les plus petites, les plus actifs en R&D et appartenant au secteur pharma-biotechnologie. Cela supporte l'hypothèse que la recherche d'une diminution des risques liés à la publication d'informations sensibles pourrait prévaloir. En conclusion, le passage du Jobs Act en 2012 aux États-Unis d'Amérique a bien été suivi d'une augmentation du nombre des introductions en bourse. Mais il a surtout concerné de petites entreprises et ces effets ont été excessivement concentrés dans le secteur pharma-biotechnologie. Certes, pour ces entreprises actives en R&D, le besoin de confidentialité est beaucoup plus élevé. En allégeant les obligations, la législation a permis à des actionnaires venture capitalistes de sortir par le marché, souvent plus avantageux, plutôt que par la cession auprès de Big Pharma. Ceci étant, les auteurs relèvent que ces entreprises nouvellement introduites génèrent rarement des profits et sont donc d'une extrême fragilité financière. Cette partie du Jobs Act était motivée par le souci de stimuler l'émergence de nouvelles entreprises en les faisant accéder plus facilement à la bourse. Il n'est pas évident que de ce point de vue, cette législation ait entièrement atteint ses objectifs. L'évolution des chiffres en cette matière peut finalement se révéler relativement trompeuse.